22 décembre 2025. Tandis que les rues de Londres brillent de lumière de Noël et que les haut-parleurs des centres commerciaux diffusent Driving Home for Christmas, son créateur, Chris Rea, meurt dans le silence d'un hôpital, loin de l'agitation festive. Ironie tragique ou justice poétique? Pourquoi un homme qui a passé sa vie à fuir les projecteurs est-il devenu la voix intemporelle de chaque mois de décembre? Pourquoi cet artiste, qui a refusé d'être une copie britannique de Bruce Springsteen, a-t-il vu son nom lié à un personnage qu'il détestait profondément, Benny Santini? Et que s'est-il vraiment passé entre lui et le fondateur de sa maison de disques, Michael Levy? Christopher Rea n'a jamais cherché à séduire, il a toujours résisté. Mais à quoi cela sert-il quand ceux qui racontent votre histoire décident de la réécrire? Voici ce que personne ne vous a jamais raconté. Middlesbrough, nord de l'Angleterre, une ville industrielle aux cieux gris, à l'odeur d'acier et de charbon. C'est là, au cœur de Yorkshire, qu'est né Christopher Anton Rea, le 4 mars 1951. Fils d'un glacier d'origine italienne et d'une mère irlandaise, Chris grandit dans un environnement modeste, entre la boutique familiale et les tensions sociales d'une Angleterre ouvrière. Rien dans ses débuts discrets ne laissait présager qu'il deviendrait un jour l'auteur de plus de 25 albums vendus à des millions d'exemplaires. Dès son adolescence, les lignes de fracture apparaissent. À l'école, il est en conflit permanent avec les professeurs, jusqu'à être expulsé pour insubordination. Il n'aimait ni les règles, ni les réponses toutes faites. Rea ne croyait qu'à une seule chose, le travail. Et c'est dans le garage familial, en écoutant Elmore James et Ray Cooder, qu'il apprend la guitare sur le tard, à près de 20 ans, alors que d'autres artistes ont déjà des contrats en poche. Pas de conservatoire, pas de mentor célèbre, juste un jeune homme avec les doigts pleins de coupures et des vinyles usés par l'écoute répétée. Pendant que ses amis rêvent de gloire, lui gratte des accords dans l'arrière-boutique. Et pourtant, sa voix grave et voilée, son jeu de guitare glissant et instinctif séduisent peu à peu les clubs du Nord. Au début des années 70, Chris Rea rejoint un groupe local, Magdalene, mais il comprend vite qu'il ne veut pas jouer les seconds rôles. Il quitte le groupe, enregistre des maquettes, les envoie, sans succès. Ce n'est qu'en 1977 qu'il décroche enfin un contrat chez Magnet Records, un label en pleine ascension fondé par un certain Michael Levy, figure redoutée de l'industrie. Mais ce qui ressemble à une percée va très vite virer à l'affrontement. Magnet ne veut pas d'un bluesman rugueux du Nord, ils veulent une idole pop. Chris Rea, lui, veut raconter la vérité de sa vie, pas jouer un rôle. Dès les premières semaines, les tensions sont palpables, et bientôt elles deviendront irréversibles. Car Michael Levy a un plan, transformer ce chanteur laborieux en un produit exportable. On le pousse à changer de nom, à se coiffer différemment, à sourire à la caméra. L'artiste recule, grince des dents, mais signe, par nécessité, par naïveté ou par fatigue. En 1978, sort son premier album sous le titre provocateur « Whatever Happened to Benny Santini », un nom qu'il n'a jamais choisi, une image qu'il rejette déjà. Derrière les premières critiques flatteuses, une fracture est née, celle entre l'homme qu'il est et celui que l'industrie veut qu'il devienne. Une fracture qui marquera toute sa carrière. Dans les rues de Middlesbrough, certains parlent encore de lui comme du gars qui n'a jamais plié. Et peut-être avait-il raison. Mais à l'époque, personne ne savait encore à quel point ce refus allait lui coûter cher. Au tournant des années 80, Chris Rea devient, malgré lui, une étoile montante. Son single « Fool If You Think It's Over », issu de l'album imposé par sa maison de disques, se classe dans le top 20 aux États-Unis. Ironie, ce succès international vient précisément d'un disque qu'il considérait comme une trahison artistique. Pourtant, les tournées s'enchaînent, les interviews pleuvent et le nom de Chris Rea se répand sur les ondes. Mais c'est en Europe et surtout au Royaume-Uni que son empreinte devient indélébile. Dès 1983, il prend le contrôle de sa musique. Fini la pop édulcorée, place au blues rock, au son organique, à l'écriture viscérale. L'album Water Sign amorce le virage. Le titre I Can Hear Your Heartbeat devient un hymne de radio. Chris n'est plus un produit, il est devenu un artisan.
Et c'est en 1989 que survient l'apothéose. The Road to Hell, album sombre, dense, à la limite du concept album, explose les ventes. Numéro 1 au Royaume-Uni, plusieurs millions d'exemplaires écoulés. C'est une claque pour l'industrie qui voulait le formater. Avec ce disque, Chris Rea parle de désillusion, de la société de consommation, de solitude moderne. Pas de chorégraphie, pas de vidéoclip à la mode, juste une voix grave, une guitare slide et une colère contenue. Le public adhère, mieux encore, il se reconnaît. La scène devient alors son sanctuaire. Rea enchaîne les tournées dans toute l'Europe. Allemagne, France, Pays-Bas, Scandinavie. Il remplit les salles, souvent sans passer par les circuits classiques de promotion. Loin du cirque médiatique, il tisse un lien direct avec son public. Il joue, il raconte, il ne séduit pas, il partage. Et puis, il y a cette chanson, Driving Home for Christmas, écrite à la hâte, presque par accident, dans une voiture coincée dans un embouteillage de décembre. Ce morceau devient, au fil des années, une ritournelle festive incontournable. Mais Chris la considère comme une parenthèse, un sourire dans un univers souvent gris. Il disait lui-même « Je n'ai jamais écrit ce titre pour vendre, je l'ai écrit pour passer le temps en regardant les phares des voitures. » Son style, une alliance rare entre pudeur et intensité. Chaque note de guitare glisse comme une larme retenue. Sa voix n'est pas celle d'un showman, mais d'un homme qui a vécu, et dans une époque où l'image primait sur le contenu, cela suffisait à le rendre unique. Le refus des compromis devient sa signature. Quand MTV lui propose de formater ses clips, il décline. Quand des agents américains veulent qu'il parte en tournée avec des artifices, il dit non. Il ne veut pas devenir le Bruce Springsteen anglais, comme on le surnomme alors. Cette comparaison le révulse. « Je ne suis pas une version de quelqu'un, je suis moi », dira-t-il dans une interview restée célèbre. Ces musiciens racontent un homme obsessionnel, exigeant, parfois dur, mais toujours sincère. Il contrôle le son, la lumière, le mixage. Rien n'échappe à son oreille. Dans les studios d'Abbey Road ou à Montreux, son nom commence à susciter respect et admiration. Pas pour sa notoriété, mais pour son intégrité. Mais derrière cette ascension, quelque chose se fissure. Car plus il conquiert l'Europe, plus il s'éloigne du rêve américain que d'autres veulent lui imposer. Il refuse les talk-shows, décline les duos marketing, et cette résistance va bientôt avoir un prix. Car dans une industrie où dire non est souvent un crime, Chris Rea devient petit à petit un homme à part. Et le système, lui, n'oublie jamais ceux qui osent se soustraire. Tout commence par un nom. Benny Santini. Un nom qui, pour Chris Rea, sonne comme une insulte. Lorsqu'il signe avec Magnet Records à la fin des années 70, Michael Levy, patron du label et redoutable stratège du marketing musical britannique, exige un changement. Christopher Rea est trop banal, trop anglais, trop rugueux. Il faut une star au nom international, décrète-t-il. Ainsi naît Benny Santini, un nom qu'il n'a jamais porté, qu'il n'a jamais choisi. La colère est immédiate. Rea proteste mais se heurte à un mur. L'album sortira sous ce pseudonyme. Pire, les photos sont retouchées, les cheveux brochés, la chemise entrouverte, les pochettes brillantes, le tout pour vendre un personnage qui n'existe pas. Le public, lui, mord à l'hameçon. Fool If You Think It's Over cartonne aux États-Unis, mais l'homme derrière la chanson, lui, s'effondre intérieurement. Dans une interview accordée au Guardian des années plus tard, il confie « On m'a volé ma naissance artistique, je suis né sous un faux nom ». Ce ressentiment deviendra le moteur de sa revanche. En 1978, il publie « Whatever Happened to Benny Santini », un titre sarcastique, acerbe, comme une claque publique à l'encontre de Levy et de tout le système qui l'a défiguré. Cet album n'est pas une œuvre de musique, c'est une déclaration de guerre. À travers lui, Rea enterre le Benny de pacotille que d'autres ont tenté de lui coller à la peau. Mais les humiliations ne s'arrêtent pas là. Pendant des années, Magnet impose ses propres producteurs à Chris Rea. Des hommes sans nom, sans visage, qui surgissent dans les studios avec des consignes claires, rendre la musique plus propre, plus vendable, plus californienne. Les guitares slide sont supprimées, les arrangements blues balayés. Ce n'est plus sa musique, c'est celle d'un autre. Dans une interview accordée à la BBC, Rea raconte « Il voulait que je sonne comme Toto ou Lionel Richie. J'ai grandi avec Muddy Waters, pas avec les boîtes à rythme. » Ce conflit souterrain, jamais pleinement exposé dans la presse, gangrène les premières années de sa carrière.
Il faudra attendre Water Sign pour qu'il reprenne enfin les rênes de son art. Mais les blessures ne viennent pas seulement des coulisses de studio, elles viennent aussi des projecteurs. Chris Rea est régulièrement comparé à David Bowie, autre icône britannique, autre caméléon de la scène. Mais Rea déteste cette analogie. Pour lui, Bowie incarne l'esthétisme, le jeu, l'image. Rea, lui, se veut artisan, ouvrier de la chanson. Dans plusieurs interviews, il s'en agace. Bowie joue avec les identités, moi je n'en ai qu'une. La presse adore confronter ces deux univers. L'un est androgyne, théâtral, adulé par la critique, l'autre était enraciné, souvent ignoré par les élites culturelles. Cette dualité nourrit une rivalité symbolique, jamais personnelle, mais persistante. Rea, discret mais piquant, dira un jour « Si j'avais voulu être Bowie, j'aurais appris à danser ». Plus pernicieuse encore est la comparaison avec Bruce Springsteen. Lorsqu'il perce sur le marché américain, ses agents tentent de le vendre comme le Springsteen britannique. Le terme le dégoûte. Chris Rea refuse d'enfiler la veste en cuir, de marcher au ralenti dans des clips grandiloquents. Il décline les grandes tournées à l'américaine, rejette les formats MTV. Cela provoque une rupture avec ses managers aux États-Unis. Il ne veut pas être un double, il veut être libre. Je ne suis pas là pour jouer un rôle, je suis là pour dire quelque chose, répète-t-il. Mais dans une industrie obsédée par les clones et les archétypes, ce refus d'entrer dans la case devient une faute professionnelle. Certains contrats sautent, des deals sont annulés, et Chris Rea, malgré le succès européen, se voit peu à peu exclu du marché américain. Enfin, il y a le passé. Le jeune Rea n'a jamais accepté l'autorité. Il a été exclu de son lycée à Middlesbury pour indiscipline et insubordination. Il refusait d'entrer dans le moule. Ce conflit fondateur avec l'institution scolaire façonne sa posture d'artiste, anticonformiste, sceptique, méfiant envers tout pouvoir structurant. C'est ce rejet précoce qui se prolongera toute sa vie, que ce soit face à un directeur d'école, un patron de label ou un manager. Et aujourd'hui encore, certains se demandent que serait devenue sa carrière s'il avait accepté de jouer le jeu. Peut-être plus riche, plus visible, mais à quel prix? Car pour Chris Rea, la pire des trahisons n'est pas celle du public, c'est celle de soi-même. Après les sommets des années 80 et le respect gagné à la force du poignet, Chris Rea aurait pu savourer. Mais la réalité l'attendait au tournant. Dès le début des années 90, son corps commence à flancher. D'abord une opération mineure au pancréas. Puis en 2000, le verdict tombe, cancer du pancréas, stade avancé. Il subit une ablation partielle, perd plus de la moitié de son poids et doit renoncer aux tournées pendant des mois. Il en ressort affaibli, transformé. Et pourtant, il continue à composer. Mieux encore, il entre dans la phase la plus introspective et prolifique de sa carrière. Rea enregistre des albums entiers dans son studio personnel, loin des circuits commerciaux, dans une sorte de bulle artistique hors du temps. Mais il ne revient jamais vraiment sous les projecteurs. Les passages à la télévision se raréfient, les interviews deviennent plus sombres, plus intimes. Il vit entre la douleur chronique et la solitude choisie. Dans sa maison du sud-ouest de l'Angleterre, entouré de guitares, Chris enregistre, corrige, mixe lui-même. Les fans de la première heure continuent de le suivre, mais les médias, eux, l'oublient peu à peu. Il refuse de faire des comebacks à la manière des autres stars. Pas de spectacle hommage, pas de réunion promotionnelle. Il disait « Je préfère mourir en enregistrant un album que de sourire à un talk-show que je méprise ». En 2016, il s'effondre sur scène, à Oxford, en plein concert. Le public pense d'abord à un malaise bénin. Mais l'image d'un homme de 65 ans, vacillant, désorienté, puis transporté d'urgence à l'hôpital, reste dans les mémoires comme le signal d'alarme ultime. Pourtant, même après cela, il continue. Il retourne en studio. Il termine son dernier projet, One Fine Day, en 2019, un album oublié des circuits mainstream, mais acclamé par ses fidèles. Ce refus de lâcher prise, de se reposer, de céder à l'industrie ou à la maladie fait de lui une figure presque tragique. Chris Rea est l'artiste qui n'a jamais su se reposer, parce qu'il ne faisait pas de la musique pour être vu, il la faisait parce que c'était sa seule façon d'exister. Mais cette solitude, cette intransigeance ont aussi un prix. Ses relations professionnelles s'effilochent, il coupe les ponts avec plusieurs anciens collaborateurs. Les labels ne savent plus comment le vendre.
Et dans une époque de streaming et d'algorithmes, la musique de Rea devient difficile à trouver. Il glisse doucement vers l'oubli, pendant que d'autres, plus dociles, sont redécouverts à coups de documentaires Netflix. Dans ces dernières années, il n'apparaît presque plus en public. Pas de tapis rouge, pas de déclarations nostalgiques. Juste un homme, usé, malade, mais fidèle à sa ligne. Les rares photos prises de lui montrent un visage creusé, les traits fatigués, mais le regard toujours aussi franc. Comme s'il disait « Je vous l'avais bien dit ». Et au fond, c'est peut-être ça le véritable scandale. Qu'un homme ayant vendu des millions d'albums, écrit des chansons devenues immortelles, ait pu mourir sans bruit, sans flash, sans une minute de silence national. Le 22 décembre 2025, alors que les sapins scintillent et que les voitures roulent vers leur foyer sur fond de Driving Home for Christmas, Chris Rea s'éteint. À 74 ans, il quitte ce monde sans fracas, comme il l'a traversé, à contre-courant, sans compromis. Pas de communiqué grandiloquent, pas de cérémonie retransmise. Seulement quelques lignes dans la presse musicale et une vague de messages de fans bouleversés. Son dernier souffle s'est fondu dans le refrain qu'il avait écrit 40 ans plus tôt, sans savoir qu'il deviendrait son écho posthume. Son héritage n'est pas fait de trophées alignés, ni de records battus. Il est fait de résistance, d'authenticité, de cette obstination presque suicidaire à rester soi-même dans un monde obsédé par les masques. Chris Rea a dit non à presque tout. Non au marketing, non aux étiquettes, non aux réinventions opportunistes. Il a refusé d'être le Bowie du pauvre, le Springsteen d'Angleterre ou le Santini de studio. Il a voulu être Chris Rea, tout simplement. Mais cette fidélité à soi-même a un coût. Elle isole, elle fatigue, elle condamne parfois à l'oubli. Il aurait pu tout avoir, la gloire américaine, les plateaux télé, les collaborations prestigieuses. Il a préféré la sincérité à l'isibilité, la substance à l'image, le blues au pop. Et c'est précisément ce choix qui, aujourd'hui, force le respect. En repensant à lui, une question nous hante. Dans une époque où tout pousse à plaire, à se vendre, à exister en vitrine, que reste-t-il d'un homme qui a refusé cela jusqu'au bout? Est-il un héros discret ou un perdant magnifique? Une icône sacrifiée ou un artisan de l'ombre? Chris Rea n'a jamais donné la réponse, et c'est peut-être sa plus belle leçon.